Voilà, là vous m'entendez. Donc, malheureusement, en Suisse, on a aussi eu le coronavirus. Hein. On n'a pas eu la chance de l'épargner. Et du coup, j'aimerais vous parler brièvement sur comment la Suisse s'est organisée pour faire face à cette crise du coronavirus. Et par la suite, Ciao Gabriella. je vais vous parler de... Désolé, je vais mettre en pause le micro de notre collègue. Et par la suite, je vais vous parler de comment on a réorganisé les choses au sein de notre service pour pouvoir faire face justement à cette crise. Et enfin, je vais parler de quelques conclusions, si on peut dire. C'est quand même un gros mot, hein, mais on va essayer de parler déjà de quelques conclusions qu'on pourrait sortir un peu provisoires. Alors, à différence de nos pays, alors je fais la présentation en anglais si jamais pour les personnes qui ne comprennent pas le français. J'espère qu'ils vont pouvoir au moins suivre un petit peu. Alors, comment la Suisse s'y est pris face à cette épidémie de coronavirus? Alors, à différence des autres pays voisins, la Suisse n'a pas appliqué un confinement strict. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir ici, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, France et Italie, il y avait même certains endroits qu'il fallait une attestation de sortie hein, pour pouvoir sortir du domicile, comme en France ou en Italie. Il y a même des amendes un peu partout, si jamais on sortait sans autorisation. Et à part l'Espagne qui n'autorisait pas le sport, alors il faut se poser la question pourquoi, hein, les Espagnols n'aiment pas trop le sport, mais tous les autres, en tout cas, ils ont accepté de pouvoir sortir faire du sport. Mais la Suisse, elle a quand même pris un autre tournant. Elle est plutôt partie dans une idée d'un confinement pas strict, c'est-à-dire un confinement semi-confinement, on peut dire. Donc, on n'a jamais exigé aux gens de rester à la maison, confinés complètement. Donc, on a laissé quand même certains métiers continuer à travailler. Donc, là, c'est un peu un graphique que vous pouvez voir de comment le Covid a affecté la Suisse, avec quelques dates intéressantes. Alors, là, c'était début mars. On a commencé par l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes. Vers le 14 mars, on a interdit les manifestations de plus de 100 personnes et on a aussi interdit l'enseignement en présentiel. Et à partir du 17 mars, là, on a fermé les bars, les restaurants, les centres de loisirs, les boutiques, tout ce qui ne concernait pas la première nécessité. Et il y a aussi eu les contrôles aux frontières qui ont commencé. Donc là, comme vous pouvez imaginer, il commence à avoir déjà un petit impact peut-être avec le marché de la drogue, donc aussi pour les personnes consommatrices et éventuellement aussi nos patients. Alors, début mars, la Confédération a publié plusieurs recommandations de base. Alors, la première, le 5 mars, il conseillait de rester à la maison si on avait des symptômes, de nettoyer les mains, d'éviter les poignées de main, de tousser dans les plis du coude, de maintenir les distances. Voilà, ça, c'était les règles de base. Le 20 mars, là, il demande de rester à la maison, sauf pour aller chez le médecin, acheter au supermarché, aider les autres ou aller au travail, parce que comme le télétravail n'était pas possible, les gens pouvaient quand même aller au travail. Et à partir du 28 avril, donc un mois plus tard de cette demande de rester à la maison, il demande de continuer à maintenir les distances, de mettre un masque. Si on n'arrive pas à maintenir les 2 mètres de distance, de continuer le télétravail tant que possible. Donc ça, c'est un peu comment la Suisse s'est un peu organisée. Alors, à partir du 11 mai, le pays reprend un peu plus ses activités. Donc, il y a déjà certaines mesures qui s'ouvrent graduellement. Donc là, c'est une vidéo de la Confédération pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Dans les écoles primaires, secondaires, s'ouvrent. L'enseignement, il est permis jusqu'à 5 étudiants. Les examens ont repris. Il est possible d'aller actuellement dans le magasin, dans le musée, dans la librairie. Et on peut sortir faire du sport tout seul, dans des groupes, toujours maximum de 5 personnes. Ouverture de compétitions sportives, culturelles, restaurants jusqu'à 4 personnes. Donc, comme vous voyez, il y a quand même une ouverture qui se fait, qui est assez comparable à ce qu'on fait dans ce qui se passe dans d'autres pays aussi. Dans le coronavirus, comment il a impacté justement les addictions? Alors ça, c'est des informations qu'on a sorties du site d'addiction suisse, où ils ont fait des hypothèses ils ont observé un peu les différents scénarios. Donc, par rapport à l'alcool, le coronavirus, à court terme,
aurait permis aux consommateurs épisodiques à risque, c'est-à-dire ceux qui font des ivresses ponctuelles, plutôt dans des contextes festifs, de consommer moins d'alcool. La même chose pour les consommateurs modérés, c'est-à-dire, de façon générale, l'ensemble de la population, à cause justement de la moindre interaction sociale. Par contre, chez les consommateurs réguliers, il y aurait un risque d'augmentation de la consommation, étant donné qu'il y a moins de structures dans la journée, qu'il y a moins de contrôle social. Si la situation devait se prolonger, à moyen-long terme, on serait dans une baisse moyenne de la consommation par habitant, en lien sûrement avec des difficultés économiques qui s'annoncent. Et la consommation à risque et la dépendance à l'alcool devrait toutefois augmenter chez certains sous-groupes de la population. Alors, Internet, un grand sujet quand même, parce que Internet, là, on l'utilise pas que pour le plaisir, mais aussi pour les besoins de travail. Mais en tout cas, pour le plaisir, c'est vrai que certaines des activités qu'on avait l'habitude de faire à l'extérieur, maintenant, ils sont aussi remplacées par certaines activités en ligne, même les apéros. Aujourd'hui, sont des apéros en ligne. Il est possible que la crise réduise certaines disparités aussi. Ça, c'est peut-être une des bonnes choses du coronavirus par rapport à Internet, c'est que ça a permis de réduire certaines disparités en matière de compétences digitales au sein de la population. Tout le monde s'y est mis, même ceux qui ne trouvaient pas ça très bien ou qui avaient peur ou qui le craignaient par rapport à des questions de confidentialité. Là, quelque part, le besoin a fait qu'on s'y est tous mis. Évidemment, il y a aussi un risque augmenté d'un usage excessif d'Internet dans une recherche presque médicamenteuse, une recherche d'échappatoire aux problèmes et aux préoccupations quotidiennes. Et de manière générale, il y a eu ce besoin de s'organiser pour pouvoir continuer à offrir des traitements en télémédecine, donc par téléphone ou par visioconférence. Et enfin, là, on tombe sur le sujet, pour faire le lien avec ce qui a été discuté, présenté avant par Daniele, par rapport aux drogues illégales, les mesures prises au niveau international. Donc, je vous rappelle la fermeture de ces frontières, la réduction du transport, les confinements, tout ça, ça crée des obstacles inédits pour le trafic de drogue. Donc, il y avait une crainte très importante qu'il n'y ait pas assez de drogue dans la rue. Donc, on s'attendait à une baisse de l'offre qui pouvait aussi amener une baisse de la qualité et de la pureté, mais aussi une augmentation des prix. Quand il y en a peu, on augmente les mélanges, on les vend plus cher, et le business, il est toujours là, mais les personnes qui consomment ont le risque quand même, au vu de la disparité de qualité du produit, que si une fois ils achètent un produit avec une très petite qualité, mais qu'après ils achètent un produit avec une très bonne qualité, le risque, par exemple, avec l'héroïne d'une overdose, il est assez important. Les usagers récréatifs, donc ceux qui consomment que de façon festive, devraient normalement baisser la consommation parce qu'il y a la fermeture de tous les lieux festifs. Par contre, les usagers dépendants devraient adapter peut-être leur consommation à l'évolution de l'offre et à celle des moyens de subsistance de chacun. Donc, c'est quelque chose que si le bilan, si cette tendance à diminuer les quantités de drogue aurait été confirmée, c'est que pour l'instant, ça n'a pas été vraiment le cas, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait assez de réserves en Suisse pour continuer à fournir les citoyens. Il n'y a pas eu vraiment dans les marchés une coupure d'héroïne, en tout cas ici à Genève. On aurait pu imaginer que cette baisse se confirme, que le bilan global devait être une réduction temporaire des problèmes liés aux stupéfiants, mais pas pour certaines populations qui seraient plus vulnérables, qu'elles seraient plus touchées justement à cause de ce que je disais avant, qualité de produit et risque d'overdose. Donc, comme pour les autres soucis d'addiction, l'adaptation des systèmes de soins était indispensable pour pouvoir continuer à offrir des soins, même pour ouvrir les soins à des personnes qui aujourd'hui avaient beaucoup de peine à arriver dans les soins. Alors, on n'a pas réussi à aller jusqu'à le concept que Daniele a présenté, c'est-à-dire sans assurance maladie, complètement anonyme, en donnant simplement un produit de bonne qualité et surtout un produit qui est médicamenteux. Mais on a pu quand même faire un certain mix dans l'idée qu'on a pu faciliter l'accès aux patients au traitement d'héroïne. Je vous en parle juste un peu dans quelques secondes. Et enfin, il faut continuer à développer des offres bas seuil. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a bien constaté maintenant et qu'on constate à toutes les crises. On se rend compte qu'il y a toujours une minorité
il y a toujours ceux qui ne rentrent pas dans les exigences, nos exigences à nous, qui malheureusement restent un peu en dehors du système et qui dans ce type de situations de crise comme celle qu'on vit, bah, c'est ceux qui payent le plus les conséquences néfastes de ces changements de drogue et de ces problèmes d'accès. Donc, afin d'éviter le déplacement justement des patients et de pouvoir être à la norme avec ces mesures de la Confédération en période de pandémie, nous avons proposé plusieurs changements. Donc, déjà d'une façon générale, dans les services, on a maintenu toutes les structures ouvertes, mais par contre avec certaines particularités. Alors, on a annulé toutes les consultations en présence d'un patient et des proches qui n'étaient pas essentielles. Et par contre, on a proposé des soins en télémédecine, c'est-à-dire par téléphone ou par vidéoconférence. Et on a aussi, évidemment, maintenu les conversations traditionnelles avec masque, distance et tout ça pour les nouvelles personnes. Alors ça, pour nous, c'était très important de pouvoir offrir aux nouveaux patients un accès facilité, rapide aux soins. Et on a eu quand même le double d'entrées qu'on avait eu qu'on a d'habitude dans notre service. Donc, ce moment de crise quand même a fait prendre conscience à certaines personnes qu'il fallait demander de l'aide. Et nous avons quand même pu maintenir ces nouvelles consultations et effectivement, situation d'urgence qu'il fallait quand même voir la personne. Mais en général, 90% de notre activité ou 80% de notre activité était en ligne. Par la suite aussi, on a maintenu les consultations, on a encouragé les collaborateurs à faire du télétravail. Donc, pour des personnes qui habitent même dans d'autres villes ont pu rester chez eux, ils ont pu travailler depuis chez eux parce qu'on a pu organiser justement les choses autour de la vidéoconférence et le téléphone. Et toutes les réunions, séminaires, toutes les interventions cliniques, tout ça, ça a été aussi transformé en télémédecine. Alors, on a un programme spécifique, c'est le programme Cité, que c'est peut-être le programme qu'on était le plus en souci parce que c'est un programme qui est un programme groupal et une des directives était d'arrêter tout programme groupal pendant au moins un mois. Donc, l'équipe a dû aussi trouver d'autres alternatives à ce type de traitement. Donc, on a continué évidemment les consultations individuelles avec ces patients. Hein. On les a continué à les téléphoner, à les voir en vidéoconférence. On a continué le travail en individuel. Mais par rapport au groupe, évidemment, on n'a pas pu le faire, mais ça nous a permis aussi, mais finalement, c'est un peu ça le bon côté de toutes les crises, ça nous a permis de faire un peu les choses autrement et de proposer d'autres types d'activités thérapeutiques, comme par exemple, en utilisant notre blog Internet, donc on a créé une chaîne de transmission créative qui a permis aux patients d'essayer de trouver chaque jour qu'est-ce qu'ils pourraient faire de façon créative et surtout de partager avec les autres pour donner des idées, pas que pour occuper l'esprit, mais aussi pour donner des idées de qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir réalisé, quelque chose qui augmente l'estime de soi. On a aussi créé des quiz pour amuser, mais aussi en demandant aux patients de nous proposer des questions, de proposer de participer activement à ces quiz. Et enfin aussi, on a proposé un atelier d'écriture, on appelle les confitures, confinement et écriture. Donc voilà, ça a permis à l'équipe et aux patients de ce programme de développer un autre type de soins. Alors, est-ce que ce n'est pas la même chose que le groupe thérapeutique? Sûrement, c'est fort probable. Mais en même temps, c'était tout notre défi de comment continuer avec une activité de soins et tout en coupant le moins possible et tout en gardant ces mesures de sécurité. Alors, pour le programme de prescription d'héroïne, qu'on en a tant parlé déjà cet après-midi, on a continué les soins aussi en télémédecine. Par contre, là, ce qu'on a pu mettre en place avec l'aide de la Confédération, c'est de permettre l'accès au programme de prescription d'héroïne en 24 heures. Même d'avoir accès à ces traitements aux personnes qui n'avaient pas d'assurance en Suisse, ou même ceux qui, normalement, on envoyait en France pour se soigner en France, et qui malheureusement ne pouvaient pas passer la frontière, et qui ont pu aussi bénéficier de ces programmes. Donc, comme normalement, on a 3-4 entrées maximum par mois dans ces programmes, pendant ces mois de semi-confinement, on a quand même eu 12 personnes qui sont venues. Donc, c'est vraiment l'ouverture d'accès aux soins a marché. On en est content. Et ces patients, ils peuvent en bénéficier. Ce qui est toujours un peu dommage, c'est qu'évidemment, à la fin de la période de crise, donc là, on est sous la loi des épidémies, malheureusement, on va devoir revenir un peu au système d'avant, mais en espérant qu'il y a certaines choses qu'on va pouvoir garder. Alors, une des choses aussi qu'on a pu mettre en place, c'est le fait de permettre aux patients d'emporter les traitements de méthadone ou de morphine ou même d'héroïne qu'ils emportaient à la maison jusqu'à
avant le coronavirus, ils pouvaient emporter maximum une semaine de traitement, sauf en période de vacances. Et pour le traitement d'héroïne, ils pouvaient emporter maximum 48 heures de traitement d'héroïne en comprimé. Alors, le Covid a permis, quelque part, de donner plus de responsabilités aux patients, de leur donner plus d'autonomie et de leur permettre de gérer jusqu'à un mois de traitement de méthadone ou morphine, et par rapport à l'héroïne en comprimé, jusqu'à une semaine de traitement, ce qui est énorme hein, pour nos patients qui n'ont pas du tout cette habitude et qui ont pu mettre en place beaucoup de compétences pour pouvoir gérer ces traitements, on a gardé le contact avec eux, et les gens ils étaient vraiment très satisfaits de pouvoir, d'avoir pu expérimenter cette autonomie. On a aussi pu collaborer avec l'équipe de la réduction des risques, justement notre centre de réduction des risques à Genève, avec qui nous ont adressé plusieurs patients qui ont pu bénéficier justement du programme de prescription d'héroïne. Et depuis cette semaine, on a pu innover, si vous voulez, parce qu'il y a les premiers patients qui peuvent emporter l'héroïne directement liquide à l'intérieur de la seringue à domicile pour 12 heures. Donc, ils prennent un traitement une fois dans notre salle de consommation, d'auto-administration de traitement, pardon, et ils emportent la seringue à la maison pour prendre le traitement à la maison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été permis parce que dans la nouvelle loi, justement, qui est la loi des épidémies, est beaucoup plus flexible à ce niveau-là. Et on espère bien sûr que dans l'avenir, on va pouvoir garder des types de traitements comme ça, qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'avantages pour nos patients qui peuvent développer plein de compétences. Enfin, la crise nous a obligés, à nous les managers, ceux qui organisent les soins, à essayer de prendre des décisions, mais complètement ou presque complètement à l'aveugle. C'est dans le sens qu'on ne connaissait pas quel était l'impact de les mesures de la Confédération, ni la durée de ces demi-confinements. Et on n'avait pas une perspective très claire. Bon, peut-être on n'a même pas aujourd'hui sur si ce qu'on décidait, c'était bien ou pas. Mais en tout cas, ça a aussi obligé les médecins, mais aussi les patients, à utiliser la télémédecine en acceptant certains risques au niveau de la confidentialité, que peut-être jusqu'à là, les gens n'étaient pas vraiment d'accord, mais que du coup, on n'avait pas trop le choix. Un système sûr à 100%, on sait que ça n'existait pas, mais entre arrêter les soins pendant un mois ou continuer les soins en télémédecine, bah, finalement, la question ne s'est pas trop posée. On a eu très peu de patients. Peut-être, je dis en 5%, comme c'est le maximum de patients qui n'ont pas voulu avoir des entretiens par téléphone ou par vidéoconférence. Le reste des patients, ils ont été ravis de pouvoir expérimenter ce type de travail. Donc, il y a même des patients, des soignants qui en sont très confortables avec ce type de travail. Certains de mes collègues expriment que le fait de voir l'autre par l'écran, quelque part, c'est plus facile de se mettre dans une posture de méta-réflexivité, de réfléchir à ce qui est en train de se passer entre le patient et le thérapeute. Et c'est une sorte de distance artificielle qui peut aider. Alors évidemment, il y a des contraintes, il y a des difficultés, il n'y a pas la spontanéité peut-être qu'il peut y avoir dans une rencontre physique. Mais en général, j'ai l'impression que pour les retours que j'ai eu tant de mes patients que de mes collègues, c'est un traitement qui est très bien accepté et que je ne sais pas si on aurait pu l'accepter comme ça en dehors du période coronavirus parce qu'en général, il y avait pas mal de résistance à l'usage de ce type de technologie. Et là, du coup, on les a généralisés. Par rapport aux possibilités, à l'ouverture des possibles hein, que cette crise nous a permis, donc c'est quelque part la facilité d'accès aux soins et la diminution des démarches administratives, aussi de permettre de développer cette autonomie dans la gestion de certains jours de traitement, comme je vous disais avant, mais aussi en permettant aux patients d'emporter justement ces traitements autrement, comme on avait l'habitude, comme avec la seringue d'héroïne médicale, ou enfin en permettant aux collaborateurs de faire du télétravail avec tous les avantages qu'on connaît déjà, la flexibilité d'horaire, les gains de temps, la diminution des déplacements. Donc, plein d'avantages qu'on a pu trouver à cette situation et qui sont encourageantes, qu'évidemment, on aurait préféré continuer le travail comme on le fait d'habitude, nous, nos patients aussi. D'ailleurs, c'était un moment où les patients avaient peut-être encore plus besoin que d'habitude d'être entendus. La souffrance était considérable. On a bien vu que l'impact de cet semi-confinement est quand même pas négligeable au niveau des addictions et des consommations pour les personnes déjà dépendantes. Donc, vraiment,
ne sont pas là et ne nous écoutent pas, mais en tout cas, je suis très fier de nos équipes qui ont pu réagir vite, qui se sont vite adaptés, et surtout nos patients qui, franchement, ils ont fait des efforts considérables pour respecter les mesures, pour jouer le jeu de leur côté. Donc, vraiment, en général, oui, sûrement, si on devait faire un bilan d'un point de vue économique, bah, on ne serait pas au top, hein, parce que, comme vous voyez, on a dû réduire quand même certaines choses, on a fait passer moins souvent les gens, mais d'un point de vue thérapeutique, les patients, ils en sont en tout cas très satisfaits du fait d'avoir continué le travail comme on l'a fait. Donc, voilà, par rapport aux différentes petites choses que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui.